Le Focus, on vous parle quasiment tous les jours de ces milliers de personnes qui fuient la guerre ou la pauvreté pour rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ceux qui ont fait le chemin inverse, des réfugiés pour qui l'Europe est synonyme de désillusion et de déception. Ils préfèrent rentrer chez eux. C'est un reportage de Sam Assoula pour France 2 et France 24. Un centre de réfugiés en Allemagne. Et depuis quelques semaines, cette demande surprenante qui se répète. Donnez-nous les passeports. On veut repartir en Irak. Écoutez, ça fait 6 mois que je les demande au directeur. On vous demande rien d'autre. Donnez-nous juste les papiers et on repart chez nous. C'est tous les jours que des gens demandent à repartir? Oui, tous les jours. Par exemple, avant-hier, j'ai accompagné 39 personnes à l'aéroport. C'est le cas de cette famille irakienne arrivée il y a 2 mois en Allemagne. Le couple et ses 3 enfants veut repartir dans l'autre sens. Ils se disent déçus de leur statut de réfugiés. Si on attendait un peu, les enfants pourraient aller à l'école, apprendre la langue, avoir la nationalité allemande. Mais la réalité, c'est qu'on n'a toujours pas de titre de séjour. Vous êtes quand même mieux que dans un pays en guerre. Peut-être, mais tout est compliqué pour nous ici. Je ne parle pas la langue, le cadre est sympa, mais ici, je me sens pas chez moi. Pas de papier, pas de maison, la promiscuité avec les autres réfugiés et surtout l'impossibilité de travailler. Les désillusions se sont enchaînées. Moi, je suis venu parce que j'avais vu les belles photos sur Facebook envoyées par les Irakiens qui étaient ici. Ils disaient qu'on peut toucher 2000 € par mois en bossant chez BMW, avec des beaux collègues blonds aux yeux bleus. J'espérais travailler, toucher un beau salaire, sauf que c'est pas du tout le cas et que je fais rien de mes journées. Il y a quelques semaines pourtant, c'était l'espoir lors de la traversée. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas y arriver. Et regardez, on arrive en Europe. Une aventure européenne qui a tourné court pour cette famille irakienne. Après 2 mois, ils refont le voyage dans l'autre sens, en avion cette fois. L'administration allemande a payé le billet, accompagné d'un pécule, 1 700 €. Les voici de retour dans leur ville natale, Erbil, au Kurdistan irakien. Toute la famille les accueille. Samir Hussein avait tout vendu avant de partir. Il doit s'installer chez sa mère, rattrapé par la réalité qu'il avait décidé de quitter. Dès que mon frère sera là, je vais me retrouver sans logement. Retour à la case départ. L'ancien migrant retrouve le marché où il travaillait. Joie des retrouvailles avec ses amis, malgré l'échec de son exil. C'est bon d'être au milieu des siens. Même au pain sec et à l'eau, on est mieux que là-bas. Par chance, il récupère son emploi de plumeur de poulet payé 6 € par jour, avec le poids de devoir rembourser 8 000 € qu'il avait empruntés. J'ai passé des mois ici à bosser pour payer le voyage. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir dépensé tout cet argent pour me retrouver ici, à la case départ, dans cette situation. Son amère expérience est pourtant loin de décourager les candidats à l'exil. Son propre frère se prépare à partir pour la France. On dit que là-bas, tu n'as qu'à t'allonger et que le gouvernement paye pour toutes tes dépenses. En Europe, on est beaucoup mieux qu'au Kurdistan irakien. Il peut dire ce qu'il veut, mais moi je pars. En 1 an, 10 000 migrants irakiens ont ainsi fait le voyage retour, déçus par l'exil européen. Voilà pour ce reportage, notre invitée en plateau, Céline Schmitt. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, porte-parole à Paris. Le retour de ces réfugiés qui étaient en Europe et qui retournent donc chez eux, est-ce que c'est une tendance à la hausse ?
Alors effectivement, il y a eu des contraintes en Allemagne qui a dû accueillir en une très courte période plus d'1 million de personnes qui sont venues. L'an dernier. Et l'an dernier, en 2015. Et du coup, les délais pour la demande d'asile sont un peu plus longs. Et certaines personnes découragées ont décidé de faire le retour et de rentrer chez eux. L'Allemagne fait tous les efforts pour répondre à la situation des personnes qui viennent. Mais cela rappelle aussi une fois de plus en fait que ce n'est pas un pays tout seul en Europe qui va répondre à la crise des réfugiés, mais qu'il faut une réponse concertée des différents États européens. Et s'il y a une réponse concertée, une répartition des réfugiés qui arrivent dans les différents pays, 1 million, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est gérable. On est très loin de la répartition qui était annoncée il y a quelques mois encore par le Conseil européen, les 160 000 migrants arrivés à Bruxelles, puis répartis en Europe, puis répartis au sein des 28. Alors effectivement, ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça a commencé. Et maintenant, ce qui est important, c'est que... Mais ça a commencé sur une très minime part des réfugiés. Parce qu'il y a un certain nombre de procédures qui ont dû être mises en place. Tout d'abord, la création de centres d'accueil en Grèce, pour pouvoir identifier les personnes, les enregistrer, organiser la relocalisation. Et donc effectivement, ça a mis un certain temps. Mais maintenant, la relocalisation a commencé. Ce qui est vraiment très important maintenant, c'est que de façon urgente, ça continue, que ces centres d'accueil soient opérationnels, qu'ils fonctionnent et que la relocalisation vers les différents États européens fonctionne. C'est une de nos principales recommandations pour répondre à la situation. Il faut que ces centres fonctionnent et éviter le chaos qui a eu lieu l'année dernière. Mais vous savez très bien que l'Europe est scindée en deux, notamment avec les pays des Balkans qui, eux, refusent d'ouvrir leurs portes et les frontières. Comment convaincre ces pays pour accepter quelques migrants ? Alors, tout d'abord, ils ont des obligations internationales et notamment de permettre aux personnes qui fuient la guerre, qui fuient les conflits, qui sont les personnes qui arrivent en Europe. Les personnes qui arrivent sont des personnes qui fuient la guerre, notamment en Syrie, mais également en Irak, et qui fuient en fait pour rester en vie. Et donc, ces pays ont des obligations internationales et notamment l'obligation de laisser leurs frontières ouvertes et de permettre aux personnes qui sont des réfugiés de demander l'asile. Pour revenir au reportage et à ce sujet donc, du retour des réfugiés dans leur pays, qu'est-ce que les réfugiés pensent trouver en Europe? On a entendu des aberrations dans le sujet. En France, tu n'as qu'à t'allonger et puis les autorités paieront pour toi. Quel est leur état d'esprit quand ils arrivent en Europe? Je pense que là aussi, il y a quelque chose de très important et il faut se souvenir en fait qu'il y a des réfugiés, donc des personnes qui fuient la guerre et qui n'ont d'autre choix que de venir en Europe pour rester en vie, pour sauver leur famille. Et il y a des personnes qui viennent pour d'autres raisons. Il y a des migrants qui peuvent venir pour des raisons économiques. Et dans le contexte actuel, il est aussi très important de continuer à faire cette différence et vraiment pour préserver en fait le droit d'asile des réfugiés qui fuient la guerre et qui n'ont d'autre solution pour survivre que de fuir et de venir en Europe. Est-ce que ce droit d'asile est encore garanti après l'accord entre les Européens et la Turquie? Alors dans l'accord, il est indiqué que l'accord sera mis en œuvre en respectant le droit européen et le droit international, c'est-à-dire les procédures d'asile. Et donc effectivement, pour que cela soit le cas, il y a un certain nombre de garanties qui doivent être mises en place avant que l'accord puisse être mis en œuvre de façon pratique. Et notamment, ces garanties comprennent l'accueil en Grèce, donc la mise en place effective des centres d'accueil, des hotspots en Grèce, pour enregistrer les personnes, pour interviewer les personnes, pour qu'il y ait des entretiens avec les personnes qui arrivent. Mais ces hotspots ne sont pas pour l'instant en mesure d'accueillir autant de migrants, en tout cas en Grèce. La Grèce le dit clairement, elle est dépassée. La Grèce, effectivement, a besoin d'appui. Elle le dit depuis longtemps, en plus. La Grèce a besoin d'appui et c'est également une des choses qu'on rappelle, c'est qu'il faut soutenir la Grèce. La Grèce toute seule ne peut pas répondre à cette situation. Elle a besoin d'une aide de l'Union européenne, des autres États. Nous aussi, nous appuyons un appui à la Grèce pour l'ouverture de ces centres d'accueil et une aide aussi pour les procédures de détermination de statut de réfugié. Vous n'avez pas peur que cet accord accélère l'afflux de migrants en Grèce, notamment ? Les réfugiés continuent à arriver en Grèce. On le voit. On a encore 1600 qui sont arrivés
ces dernières heures? Oui, c'est des personnes qui fuient les conflits et qui n'ont d'autre choix. Ce qu'il faut aussi, pour éviter que les personnes aussi risquent leur vie en traversant la mer Égée et pour arriver en Europe, où ils cherchent la sécurité, c'est mettre en place d'autres voies légales pour permettre aux réfugiés de gagner l'Europe, mais également d'autres pays. Ces voies légales, c'est la réinstallation, mais ça peut être aussi des bourses universitaires, des parrainages privés, des visas humanitaires. Donc ça aussi, c'est une chose très importante qui doit être mise en place. Merci beaucoup Céline Schmitt d'avoir été notre invitée, porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, porte-parole ici à Paris. C'est la fin de ce Focus.